Que sacrifieriez-vous pour protéger quelque chose qui ne vous a jamais vraiment appartenu et que risqueriez-vous pour garder quelqu'un qui n'était jamais censé rester? Cette histoire montre que l'attente, aussi longue ou douloureuse soit-elle, peut absolument en valoir la peine. La lettre arriva un mardi, ce qu'Eleanor Ashby dirait plus tard avoir été la chose la moins dramatique de toute cette histoire. Elle la lut 2 fois debout dans le couloir de son petit appartement d'Édimbourg, toujours en manteau. Un contrat de 12 semaines. Logement et repas compris. La mission, cataloguer, restaurer et préparer à la vente aux enchères le contenu de Kingsford Hall, un domaine situé dans les Scottish Borders et resté presque intact depuis la mort de son ancienne propriétaire. Le salaire suffisait à couvrir 6 mois de loyer. Eleanor était restauratrice. Depuis 8 ans, elle redonnait vie à des choses que les autres avaient abandonnées. Elle accepta avant même d'avoir terminé la seconde lecture. Ce que la lettre ne mentionnait pas, c'était Daniel Kingsford. Elle le rencontra dans l'allée de gravier l'après-midi de son arrivée. Il se tenait à côté d'un Land Rover poussiéreux, regardant la maison comme on regarde un problème impossible à résoudre. Il était grand, un peu trop légèrement vêtu pour le froid, et portait cette expression particulière des hommes qui n'ont pas bien dormi depuis longtemps. Il se présenta comme Daniel Kingsford, le propriétaire. Il lui serra la main avec l'efficacité de quelqu'un qui tient une réunion d'affaires au mauvais endroit. Il lui expliqua que l'objectif était simple. Le domaine devait être vidé, estimé et vendu avant la fin de l'année. Il avait engagé une maison de vente londonienne. Il avait engagé un avocat. Il avait engagé Eleanor. Tout le monde avait un rôle. Le sien, apparemment, consistait à ne pas gêner. Eleanor déballa son matériel dans une pièce qui sentait la fumée de bois et le vieux papier, puis se mit au travail. Kingsford Hall était extraordinaire. Pas dans le sens brillant et élégant des magazines. Mais d'une manière bien plus importante, chaque pièce portait les traces d'une vie vécue avec soin et émotion. La défunte Margaret Kingsford, la grand-mère de Daniel, avait elle aussi été restauratrice textile. L'ironie n'échappa pas à Eleanor. La collection de Margaret comprenait des tapisseries flamandes, des broderies victoriennes et 3 salles remplies de livres annotés à la main qui faisaient trembler les mains d'Eleanor rien qu'en les tenant. Daniel allait et venait pendant ces 2 premières semaines. Il passait la plupart de son temps dans le bureau du domaine, entre feuilles de calcul et appels téléphoniques. Eleanor le croisait dans les couloirs et il hochait la tête, demandait si elle avait besoin de quelque chose, puis disparaissait de nouveau. Il était poli comme peut l'être le concierge d'un hôtel. Présent, mais inaccessible. Puis, un soir, elle le trouva dans la bibliothèque. Il était assis par terre, une boîte de photographies sur les genoux, sans rien faire. Simplement assis. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et, durant un instant sans défense, Eleanor reconnut immédiatement quelque chose dans son visage, cette fatigue particulière de quelqu'un qui se maintient désespérément occupé pour éviter de ressentir quelque chose de trop grand. Elle s'assit en face de lui. Elle ne demanda pas ce qui n'allait pas. Elle prit une photographie au bord de la boîte et l'observa. Un garçon d'environ 10 ans dans un jardin aux côtés d'une femme plus âgée. Tous deux riaient de quelque chose hors du cadre. « C'est toi, dit-elle. » Ce n'était pas une question. Il répondit oui. Puis, parce qu'apparemment la bibliothèque à cette heure-là produisait un effet particulier sur les gens, il se mit à parler. Il lui raconta qu'il avait passé tous ses étés à Kingsford jusqu'à ses 17 ans. Que sa grand-mère était la personne la plus compétente qu'il ait jamais connue. Que lorsqu'elle était morte 8 mois plus tôt, elle lui avait laissé le domaine et rien d'autre, aucune instruction, aucune lettre, aucune indication de ce qu'elle voulait qu'il en fasse. Il avait supposé qu'elle voulait qu'il le vende. L'entretien était impossible seul. Il dirigeait une entreprise d'ingénierie structurelle à Glasgow. Il avait une vie qui n'avait rien à voir avec cet endroit. Eleanor écouta. Lorsqu'il eut terminé, elle dit que la maison ne donnait pas l'impression d'être un endroit que quelqu'un aurait voulu voir disparaître. Il la regarda un moment. Puis il referma la boîte et lui souhaita bonne nuit. Après cela, quelque chose changea. Ce fut progressif, et aucun d'eux ne mit de nom dessus.
Il commença à apparaître à différentes heures non pour vérifier l'avancement du travail, mais pour lui demander ce qu'elle avait trouvé. Elle lui montrait des choses. Une série de cartes cousues à la main que sa grand-mère avait réalisées des jardins du domaine à différentes époques, retraçant l'évolution du paysage. Une collection de correspondances entre Margaret et un cercle de restauratrices à travers toute l'Europe sur 40 ans. Une petite peinture à l'huile cachée derrière une armoire dans l'une des chambres à l'étage, insignifiante au premier regard, mais Eleanor reconnut immédiatement le coup de pinceau et resta immobile un long moment. Il le remarqua. Il demanda ce qui n'allait pas. Elle répondit qu'elle devait passer quelques appels. 3 jours plus tard, elle avait la réponse. Le tableau n'aurait jamais dû se trouver là. Il avait été déclaré disparu d'une collection privée en Belgique en 1971. Il n'y avait ni accusation ni scandale, mais l'histoire comportait des zones d'ombre qui mettaient Eleanor mal à l'aise. Elle ignorait encore comment l'œuvre avait atterri dans cette maison. Et tant qu'elle ne le saurait pas, elle ne pourrait pas l'inclure honnêtement dans la vente aux enchères. Elle en parla à Daniel. Il resta silencieux un long moment. Puis il expliqua que sa grand-mère avait passé 2 ans en Belgique à la fin des années 1960, travaillant comme restauratrice pour une riche famille. Il prononça le nom de cette famille lentement, comme s'il le redécouvrait. Eleanor ouvrit son carnet. Le nom correspondait. Ils passèrent la semaine suivante à examiner ensemble la correspondance professionnelle de Margaret. Et c'est là que tout changea, non pas de façon dramatique, ni à travers une révélation bouleversante, mais avec quelque chose de plus silencieux et troublant. Dans un dossier datant de 1969, ils trouvèrent des documents montrant que Margaret avait été celle qui avait signalé le tableau comme endommagé, l'avait retiré pour restauration puis, selon une lettre ambiguë, avait appris qu'il avait été détruit dans un incendie. L'incendie avait bien eu lieu. 3 autres œuvres avaient disparu. Mais le tableau n'était pas dans la maison cette nuit-là. Margaret l'avait emporté pour restauration la semaine précédente. Elle l'avait sauvé sans savoir quoi faire ensuite de cette vérité. La famille s'était déchirée après l'incendie. Il n'y avait personne à qui le rendre clairement. Margaret l'avait gardé pendant 50 ans non par cupidité, dit Eleanor avec précaution, mais parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Daniel resta longtemps à réfléchir. Je crois qu'elle a gardé beaucoup de choses dont elle ne savait pas quoi faire, finit-il par dire. Eleanor le regarda et comprit qu'il ne parlait pas seulement du tableau. Elle l'aida à contacter les descendants de la famille belge grâce à un spécialiste de provenance en qui elle avait confiance. Le processus prendrait des mois. Le tableau devrait rester là jusqu'à ce que tout soit réglé. Ce qui signifiait que le calendrier de la vente aux enchères était compromis. Ce qui signifiait que la vente avant la fin de l'année n'était plus possible. Il aurait dû être frustré. Au lieu de cela, pour la première fois depuis son arrivée, il ressemblait un peu moins à un homme essayant de fuir quelque chose. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la première fois. Ce n'était pas prévu. Elle réchauffait de la soupe dans la cuisine lorsqu'il entra, et il leur sembla inutile de prétendre qu'il préférait manger seul. Elle apprit qu'il avait déménagé à Glasgow à 17 ans après la séparation de ses parents. Qu'il n'était pas revenu une seule fois à Kingsford en 11 ans. Qu'il s'était convaincu que c'était à cause du travail, de la distance, du pragmatisme. Il avait répété cette histoire si souvent qu'il avait cessé de la remettre en question. Elle lui dit qu'elle comprenait. Elle lui confia qu'elle avait fait la même chose après la mort de sa mère 5 ans plus tôt, continuer à travailler, continuer à avancer, devenir indispensable aux histoires des autres parce qu'elle ne pouvait pas affronter la sienne. Elle était devenue très douée pour restaurer les choses appartenant aux autres. Il la regarda comme on regarde quelqu'un qui vient de dire une vérité importante. Les semaines suivantes eurent cette qualité étrange du temps qui semble passer très lentement tout en étant impossible à retenir. Il marchait dans le parc à la fin de l'après-midi. Elle lui montrait ce qu'elle avait découvert. Il lui racontait des choses sur la maison qui n'apparaissaient dans aucun document et de petits détails, comme la façon particulière dont grinçaient les marches ou la manière dont la lumière traversait le palier supérieur en janvier. Des choses qui n'existaient que dans sa mémoire. Eleanor savait avec une clarté presque dérangeante qu'elle tombait amoureuse de lui. Elle savait aussi que son contrat avait une date de fin. Et qu'il avait dit plus d'une fois qu'il devait retourner à sa vraie vie. Elle ne se permit pas de croire que cela pourrait mener quelque part. Ce n'était pas une peur née d'un manque d'estime de soi.
C'était un schéma qu'elle reconnaissait en elle, cette capacité à être totalement présente dans un lieu, totalement nécessaire, puis à partir sans se retourner parce que cela avait toujours été l'histoire de quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, elle avait confondu professionnalisme et autoprotection. Au début de décembre, il lui annonça qu'il avait accepté une offre pour le domaine. Elle ne venait pas de la vente aux enchères. C'était un acheteur privé. Une fondation de conservation souhaitant transformer Kingsford en centre d'études consacré au patrimoine textile. La collection resterait là. La maison resterait là. Le travail de Margaret deviendrait la base de quelque chose de durable. Eleanor resta parfaitement immobile lorsqu'il lui annonça cela. Il expliqua que le calendrier signifiait que la vente serait finalisée en février. Ce qui voulait dire qu'il avait besoin de quelqu'un de qualifié pour superviser la transition, le catalogage de la collection permanente et la création des archives. Un poste à long terme. 18 mois minimum. Il ne la regardait pas comme on regarde une employée lorsqu'il disait cela. Elle lui demanda pourquoi il avait changé d'avis sur la vente. Il resta silencieux un instant. Puis il expliqua qu'il avait passé 11 ans à se convaincre que la distance était synonyme de liberté. Que laisser les choses derrière soi signifiait avancer. Il dit que quelqu'un lui avait récemment fait comprendre, sans jamais le dire directement, que les choses que l'on abandonne ne disparaissent pas réellement. Elles attendent simplement. Elle lui demanda s'il lui proposait un emploi. Il répondit que oui. Puis, parce qu'apparemment il avait décidé d'arrêter d'être prudent, il ajouta qu'il espérait aussi qu'elle envisagerait de rester pour des raisons n'ayant rien à voir avec la collection. La réponse qu'elle lui donna ne fut pas immédiate. Elle prit 3 jours entiers, ce dont elle avait besoin. Non parce qu'elle hésitait, mais parce qu'elle voulait être certaine de dire oui pour les bonnes raisons. Non parce qu'on avait besoin d'elle. Non parce que l'endroit était extraordinaire ou le travail important. Mais parce que, pour la première fois depuis très longtemps, elle voulait être quelque part de précis, avec quelqu'un de précis, et qu'elle n'avait plus peur de ce que cela signifiait. Elle dit oui un jeudi matin dans la cuisine, autour d'un café, tandis que la neige tombait doucement derrière la fenêtre de cette manière particulière propre aux Borders, comme si elle n'était pressée de rien. Il éclata de rire, un vrai rire, un peu maladroit, et Eleanor pensa que c'était probablement la chose la plus importante qu'elle avait vue dans toute la maison. Le tableau fut restitué à la famille belge le printemps suivant, accompagné de toute la documentation et d'une lettre de Daniel expliquant son histoire avec honnêteté et sans excuse. La famille répondit. Elle était reconnaissante. Elle demanda si l'œuvre pourrait être prêtée au centre d'études Kingsford pour son exposition inaugurale. Eleanor et Daniel se tenaient ensemble dans le hall principal le jour où le tableau fut accroché au mur. Elle dit qu'il semblait avoir toujours été destiné à être vu ici. Il prit sa main. Et elle le laissa faire.